Juste sous nos pieds, il y a tout un monde. Un monde invisible, mais absolument essentiel. C'est un réseau complexe, une véritable prouesse d'ingénierie qui, à chaque averse, empêche littéralement nos villes de sombrer. Aujourd'hui, on explore ensemble la science des égouts. C'est une question toute simple en apparence, mais la réponse, elle révèle des décennies de calculs et de planification. Chaque goutte de pluie qui tombe sur nos villes entame un voyage hyper contrôlé dans un labyrinthe souterrain. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'évacuer l'eau, il s'agit de la maîtriser. C'est une lutte de tous les instants. Un défi permanent qui oppose la force parfois brutale de la nature à l'ingéniosité humaine. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Pour comprendre comment ces systèmes fonctionnent, la première chose à savoir, c'est qu'ils ne gèrent pas un seul type d'eau, mais deux. Et ils sont radicalement différents. D'un côté, on a les eaux usées. C'est le flux de tous les jours, celui de nos maisons, de nos usines. Il est relativement constant, on sait à peu près à quoi s'attendre. Et de l'autre, les eaux de pluie, soudaines, massives, complètement imprévisibles. Le grand défi, c'est de concevoir un système qui puisse gérer les deux en même temps. Face à ces deux types d'eau, la toute première question pour un ingénieur est fondamentale. C'est un choix structurant. Est-ce qu'on construit un seul grand réseau pour tout mélanger, ou est-ce qu'on fait deux réseaux séparés ? En gros, il y a deux grandes écoles. D'abord, le système séparatif. 2 tuyaux, un pour le sale, un pour la pluie. L'avantage, c'est qu'on ne traite que ce qui est nécessaire. Et puis, il y a le système unitaire. Un seul gros tuyau pour tout le monde. Plus simple et moins cher à construire, oui, mais alors quel casse-tête quand il pleut des cordes. Une fois qu'on a choisi son camp, si on veut, il faut dessiner la carte du réseau. Et là, c'est le terrain qui commande. La géographie devient le patron. Ce qui est fascinant, c'est que les ingénieurs ont tout simplement copié la nature. Un réseau d'égouts, ça fonctionne comme un fleuve et ses affluents. On utilise la gravité, la pente naturelle du terrain pour que l'eau s'écoule toute seule. L'objectif est toujours le même, une efficacité maximale avec une dépense d'énergie minimale. C'est du génie. Mais le vrai défi, le cœur du problème, ça reste la gestion de l'eau de pluie. Comment on fait pour dimensionner un réseau pour un événement qui, par définition, est chaotique ? C'est là que la science et les statistiques entrent en jeu. Pour transformer le chaos d'une tempête en chiffres exploitables, les hydrologues la décomposent en 3 variables très claires. Son intensité, est-ce que ça tombe fort ? Sa durée, est-ce que ça dure longtemps ? Et sa fréquence, est-ce que c'est un événement rare ou courant ? C'est avec des décennies de données sur ces 3 points qu'on peut commencer à bâtir quelque chose de solide. Et cette carte illustre un point crucial. Un réseau d'assainissement, c'est une solution hyper locale. On ne peut pas faire de copier-coller. Les calculs pour une ville du nord de la France, en région I, n'auront rien à voir avec ceux d'une ville du sud, en région 3. Chaque réseau est une pièce unique, taillée sur mesure pour son climat. Alors, ça nous amène à un concept clé, la période de retour. Attention, c'est un peu contre-intuitif. Une pluie décennale, ça ne veut pas dire qu'elle arrive pile tous les 10 ans. Non, ça veut dire que chaque année, elle a une chance sur 10 de se produire. C'est une probabilité, un risque calculé. Et tout le dimensionnement du réseau repose sur ce pari statistique. Bien, on a toutes ces données, la pluie, la pente, le type de sol. Mais comment on transforme tout ça en une décision concrète du genre « Ok, il nous faut un tuyau de tel diamètre ». C'est là qu'interviennent les formules. En France, la recette la plus utilisée, c'est la méthode CACO. On peut la résumer en 4 grandes étapes. D'abord, on choisit une pluie de projet, notre averse de référence. Ensuite, on analyse le terrain. Puis, on calcule le débit de pointe. C'est le volume d'eau maximal qui va arriver d'un coup. Et c'est ce chiffre magique qui, à la fin, nous donne le diamètre du tuyau capable d'avaler tout ça sans déborder. Concrètement, les ingénieurs jonglent en permanence avec ces variables, la surface du bassin versant, la pente qui va accélérer l'eau et le fameux coefficient de ruissellement. En gros, est-ce que le sol est une éponge, comme un parc, ou un toboggan, comme un parking en béton ? Et bien sûr, on choisit le niveau de risque qu'on accepte, la fameuse période de retour. Allez, une petite question pour la suite, juste pour voir. Intuitivement, on se dirait qu'un tuyau évacue le plus d'eau possible quand il est plein à ras-bord, non ? Logique. Sauf que la physique des fluides est parfois un peu taquine. Regardons bien ce graphique, il est tiré de la documentation technique. La courbe pleine, c'est le débit. On voit bien qu'elle monte, et hop, elle atteint son sommet avant que le niveau de remplissage, sur l'axe de gauche, n'arrive à 100%. Et voilà la réponse, 95%. C'est à ce niveau que le débit est maximal. C'est fou, non ? L'explication, c'est que le petit espace d'air qui reste au sommet réduit les frottements sur la paroi. L'eau glisse un tout petit peu mieux. Un détail, mais un détail qui compte en ingénierie. Sauf que voilà, ces systèmes, qui sont souvent de véritables bijoux d'ingénierie, ont été pensés il y a des dizaines d'années. Et aujourd'hui, ils font face à des pressions complètement nouvelles, des défis pour lesquels ils n'ont tout simplement pas été conçus. Il y a 2 grandes forces qui mettent ces réseaux KO. D'abord, l'urbanisation galopante.
On remplace les sols qui absorbent l'eau par du béton et de l'asphalte. Et ensuite, bien sûr, le changement climatique, qui fait que les pluies exceptionnelles deviennent de moins en moins exceptionnelles. Le cœur du problème, il est là. On a une infrastructure du XXe siècle basée sur des statistiques climatiques du passé qui doit maintenant encaisser les chocs d'une nouvelle réalité environnementale beaucoup plus extrême. Et ça nous laisse avec cette question qui est absolument fondamentale. Comment est-ce qu'on peut adapter, renforcer ou peut-être même réinventer complètement ces réseaux invisibles pour garantir que nos villes gardent la tête hors de l'eau demain ? C'est sans doute l'un des plus grands chantiers d'ingénierie de notre époque.